8h et nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. Amel arrivée est déjà parmi nous comme d'habitude. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, on a ça passé va. Une belle semaine. Oui, ça va. Reposé après l'Aïd? Eh oui, oui, bien, Oui, bien, ça bien. s'est bien passé? Oui, très, très bien. Alhamdulillah. Et vous-même? Ah, super. Alhamdulillah. Ah, vraiment, c'était une belle fête. Alhamdulillah, oui. Alhamdulillah. Donc, encore une fois, on présente tous nos voeux à toute la communauté algérienne, là où elle se trouve. Alors, ce matin, nous allons donc revenir. Alors, dans 2 jours, il va y avoir un grand événement pour nos enfants, pour les jeunes. Ah oui. Les examens du bac. Eh oui. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est Bon pour courage. Dimanche, ce dimanche, Inch'Allah. C'est pour ce dimanche, Ouais, Inch'Allah. Donc, exactement. nous souhaitons Ah bon? donc, beaucoup Il y a notre de courage. caméraman qui a son fils. Son fils? Ah, Majid. La fille, la Ah, fille. Majid, eh ben voilà, donc la fille de Majid qui passe son bac dimanche, n'est-ce pas, Majid? Eh ben, non, Inch'Allah, Inch'Allah, donc on souhaite un bon courage et bonne réussite à tous donc les jeunes qui s'apprêtent à passer leur bac. Alors justement, en parlant de préparatifs des examens, alors il y a un accompagnement finalement qui se fait avec les jeunes, en fait, de ne pas stresser, de gérer le stress, de gérer le trac, tu sais, le syndrome de la page blanche. Ah, ça s'est fait. Ça peut arriver? Ah oui, oui, oui. Ça nous est arrivé, même nous, hein, pendant le bac. Ah C'était oui? le trac, bah oui. Oui. Après le stress, la Ah oui. pression. Dès qu'on voit le sujet, oh, on est bloqué. Mais après, ça Mais vient. voilà, c'est Mais juste après, ça quelques vient. secondes et après. Exactement. Alors justement, comment gérer tout cela? Comment accompagner surtout les enfants, ne pas leur faire trop de pression? Là, on s'adresse vraiment aux parents, hein, Aux parents. n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ils veulent Majid? bien faire, n'est-ce pas, Majid? On s'adresse aux parents, hein. Oui, 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 voilà. Mais il faut dire que les parents font de leur mieux, hein. Oui, ouais, N'est-ce oui, les pas? pauvres. Ils sont à plaindre aussi, les parents. Eh oui, Ouais, ouais, effectivement. Alors justement, l'accompagnement des jeunes, nous en parlons aujourd'hui à travers une association qui assure donc cet accompagnement justement avant le bac et pendant les examens donc des jeunes. Nous allons en parler donc comment tout cela se passe. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aussi à un événement qui aura lieu demain. C'est un événement qui rassemble la communauté, donc des consultants et des formateurs algériens autour d'une thématique très importante et aussi d'actualité. Il s'agit de la thématique de la compétitivité, justement comment rendre nos entreprises algériennes beaucoup plus compétitives. Eh bien, ce sera une question à laquelle notre invité nous répondra dans quelques instants. Volet santé, docteur Fathi Ben Achnou sera parmi nous comme chaque vendredi et cette fois-ci, il va parler d'un phénomène très répandu, d'ailleurs particulièrement au niveau des enfants. On va parler de la scoliose aujourd'hui. Ah oui, oui. C'est Voilà. la colonne vertébrale qui est un La peu colonne vertébrale, voilà, qui est un Oh là là. peu. Alors là, on parle peu beaucoup tordue. d'affaires scolaires, de cartable qui est chargé. Exactement. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà, donc on va parler justement de la scoliose, comment la reconnaître, comment la prendre en charge, surtout. Et ce sera accompagné, comme je vous le disais, du docteur Fathi Ben Achnou. Toujours volet santé. Aussi un autre événement, donc un événement, il s'agit du congrès d'allergologie et d'immunologie clinique, donc qui aura lieu cette semaine. Le président de la Société savante et un spécialiste en pneumologie sera parmi nous pour nous donner plus de détails. Et comme chaque vendredi, Siham Knouch, nos amis Siham Knouch et Samir Hadjamar seront parmi nous. Donc Siham nous proposera un voyage, encore une fois, à travers les prénoms, à travers la signification des prénoms. Samir Hadjamar a choisi pour aujourd'hui de nous emmener du côté de l'ouest d'Alger, particulièrement à une vingtaine de kilomètres, on va dire, d'Oran, de la ville d'Oran, à Gdeyil plus précisément. Donc une ville qui recèle de beaucoup de vestiges historiques et préhistoriques. Et donc Samir Hadjamar nous proposera une visite guidée à cette ville. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, la journée s'annonce plutôt chaude, Amel. Surtout à l'est. Ah, À l'est, ça chauffe. D'où la vigilance jaune en ce moment. ah quand même. Oui, Quand même. vigilance jaune canicule. Un peu plus de détails, Amel? Bah, allons-y. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc, vigilance jaune pour aujourd'hui. Exact. Ah, il faut vraiment faire attention. Alors. Même au sud, hein, l'extrême sud et le Ah, quand Sahara même. central, les températures peuvent arriver jusqu'à 46 degrés.
à l'ombre. L'été est pressé de s'installer finalement, hein, oui. n'est-ce pas, pour trop, cette année? et même trop en Même avance. un peu trop. Hein. Donc déjà, on a eu des journées quand même assez caniculaires, hein, oui, oui, oui. pour le mois de mars, avril, mai. Oui, pour Et là, Lausanne, on a eu 41. Oui. Même pour aujourd'hui. Ah, même pour Ah oui, aujourd'hui. oui, oui, ça a duré quand même. Hein. Donc il faut faire très très attention. Exactement, justement. soyez vigilants. Voilà. Plus de détails, Amel? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, c'est un temps humide, mais plus vers les régions côtières et proches côtières, des températures caniculaires sur une partie des régions nord et aussi vers les régions sahariennes. Concernant le temps, eh bien, on aura de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé près des côtes. Vers l'intérieur et les hauts plateaux de l'ouest, le centre, eh bien, on aura des cellules orageuses qui vont donner quelques pluies par endroit, également vers l'extrême sud, le Gatassidi, le Sahara oriental, des passages nuageux vers le sud-ouest en fin de journée. Partout ailleurs, rien à signaler, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. À noter aussi quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest et des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et les oasis. Les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées pour la saison. Et Météo Algérie a prévu pour cet après-midi 41 degrés, oui, le maximum du côté de Relizane, 38 degrés vers Annaba, Tarf, 34 pardon à Annaba, mais 38 degrés du côté de Tarf, Skikda, 40 Tizi Ouzou, 37 degrés à Constantine, 36 Galma, 38 degrés à Batna, 33 à Al-Beyod, 32 degrés à Tlemcen, 30 Oran et Alger, au sud 39 degrés à Tamanrasset et Tindouf, 40 Gardaya et Janet, 42 degrés Béchar, Biskra, 46 du côté de Insalah et 47 degrés, oui, à Drar, Podjbedj Mourtal et Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre, mais plutôt calme. Sur les côtes est, avec des vents faibles vers les côtes est, les vents varieront entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest et est, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre, et les vents sont de secteur ouest. Un petit voyage vers l'Amérique du Nord où on aura des passages nuageux à Vancouver, Montréal, New York, également Miami, Dallas, Californie, quelques pluies par endroits à Mexico et Washington. Le mercure affichera 16 degrés à Vancouver, 19 à Montréal, 26 degrés à New York, 27 en Californie, 24 à Mexico, 31 à Washington et Miami et 32 degrés le maximum à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Une carte plutôt rougeâtre, hein, ah oui, pour oui. aujourd'hui. Surtout au sud, hein. Tout est rouge. Donc soyez très vigilants. Voilà. Oui. Buvez beaucoup d'eau, protégez-vous, les chapeaux, les crèmes solaires. Pensez aux personnes âgées, aux exactement. enfants surtout, par rapport à l'hydratation. Exactement, oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, donc on te retrouve tout à l'heure, après midi, après celui de 19h. Et demain, à partir de 8h. Merci beaucoup. Ah oui, merci. avant de te libérer, Amel, tu reconnais l'image la du photo jour du jour? Pas du L'image tout. du jour? Pas du tout. Moi, je pensais que c'était Constantine, mais non. Mais non. Ben non, c'est pas Constantine. Non. On n'est pas très loin, hein. Ah d'accord. On n'est pas très loin. Ok. On n'est pas très loin, donc nous sommes toujours à l'est d'Alger, effectivement. Oui. Et le choix donc de notre amie Zahra aujourd'hui s'est porté sur la ville de Mila. Alors Mila qui se trouve justement à l'est d'Alger. Alors elle s'étale sur une superficie de 3480 km². Alors la ville est composée de secteurs historiques. La Médina est entourée d'un rempart byzantin. Et c'est dans cette ville qu'on va retrouver donc l'une des plus vieilles mosquée d'Algérie qui a été bâtie en 675 par Abou al-Muhajir Dinar pour le compte des Omeyyades. Voilà, on voit. Voilà. C'est beau. Rien que ça. Alors ça, je pense que c'est la mosquée. Et celui-là, c'est le barrage de Bni Haroun, me dit Krimou. D'accord. Ah, Bni Haroun. Oui. D'accord. Eh ben voilà. Merci donc à notre amie Zahra Krimou pour le choix
d'aujourd'hui. Donc c'était Mila. Voilà. Merci Amel. C'est moi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Et cette fois-ci, ce sera pause musicale en compagnie de Mouh Paco qui nous interprète une belle chanson autour de l'Mektoub. Et on se retrouve juste après. Mouh Paco qui chante El Mektoub et cette fois-ci place à la santé et nous allons nous intéresser à la scoliose en compagnie de notre ami Dr Fethi Benachnou et ce sera juste après cela. Bonjour docteur. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Anwar, comment ça va? Ça va, disons, Rajla, on dit ça va, parce que le cœur n'y est pas. Wallah. Pour nos frères palestiniens. Effectivement. C'est franchement, effectivement. C'est un goût amer, c'est Oui. le fait. Oui. Patience. Effectivement. Patience. Oui, ça continue malheureusement. Ça s'est aggravé ce matin. Oui, ce matin, effectivement. Justement, en consultant mes réseaux sociaux ce matin, c'était... On va faire le JT, pas Oui. le truc de santé. Oui, mais c'est bien finalement de toujours d'avoir cette pensée pour nos sœurs et nos frères les Palestiniens, effectivement. Rabbi nsarhum, Inch'Allah, Rabbi irfa'al ad-dar alayhim, Inch'Allah. comme on dit. Voilà pourquoi Inch'Allah. je ne Oui. suis pas bien C'est autrement, justifié. alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais sinon, aujourd'hui, docteur, nous allons nous intéresser à la scoliose, n'est-ce pas? Et la scoliose, donc... Très fréquent, Très fréquent. et c'est négligé, entre guillemets, par les parents. La faute, ce n'est pas les parents, Oui. c'est le fait qu'on ne fait pas assez
de sensibilisation, d'information. Sensibilisation, d'information. Il y a quelques années, il y a une décennie à peu près, c'était un problème de santé publique nationale. Je ne sais plus ce qu'il est devenu, ce programme de lutte contre la scoliose dans les écoles et dans les... C'est très important, c'est la lutte, le dépistage, le diagnostic, la prise en charge, c'est au niveau de l'école. Je dis d'emblée que à l'âge adulte, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire inutile, entre guillemets, de s'occuper de scoliose à l'âge adulte. Il n'y a pas moyen de réparer, c'est des moyens très graves. La chirurgie, le corset. Alors justement, pour ne pas arriver à la chirurgie, qui d'ailleurs, on va en parler, ne donne pas toujours ses fruits, on va en parler dans un petit moment, mais commençons par le commencement, la scoliose, c'est quoi au juste? La scoliose, je crois qu'il faut partir de choses basiques, réelles. L'os. Nous avons au niveau de notre corps ce qu'on appelle le squelette. Le mot est plus juste. L'amoud al-fiqari, c'est-à-dire que c'est droit. En arabe, l'amoud, c'est être droit. Ça c'est important. Alors, de par l'évolution, de par certains paramètres, tout ça, il y a et on a la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est important, c'est elle qui nous permet de nous mouvoir, de bouger, de nous pencher. Tout. Alors là, il y a un moment, je ne parle pas du côté héréditaire dans certaines familles, non, je parle du fait que la scoliose, c'est de droit, elle se courbe. Soit elle se courbe là, elle se courbe vers la droite, soit concave, soit convexe. Soit vers la droite, soit vers la gauche. Ce n'est plus une colonne vertébrale. Une colonne, figurez-vous, les colonnes romaines, comme elles sont, c'est l'exemple même. Et ça c'est important, ça entraîne une scoliose. C'est ça la scoliose, c'est que l'os, au niveau de la colonne vertébrale, il y a une translation, il y a soit vers la droite, soit vers la gauche. Ce n'est plus. Et voilà, nous avons une radio qui montre bien... Voilà, non, elle est flagrante, elle est superbe, la radio. Mais là, les jeux sont faits. Moi, je trouve que les jeux sont faits. Je crois que ce qui est important... Toujours, c'est le dépistage, c'est la prévention de la Alors justement, le dépistage, docteur, vous nous dites que c'est au niveau des écoles? C'est fondamental. La prise en charge d'une scoliose, elle est très facile et réparable quand on est jeune, quand on est enfant, mais dès qu'on est adulte, et là je m'aperçois que beaucoup de diagnostics de scoliose est fait à un âge adulte. J'en vois régulièrement des personnes adultes, des femmes, tout ça, qui disent « Ah, moi j'ai la scoliose, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors à ce moment-là, on pense à la chirurgie, on pense au corset. Il faut d'abord, au niveau des écoles, et là le rôle, c'est pour ça que chaque fois que je parle des UDS, des unités de dépistage et de suivi, c'est l'ancienne santé scolaire, où on doit dépister à l'école. Au cours des consultations dans l'école, on voit s'il y a un début. Là, on voit une prise en charge, comme on voit une amélioration de... Oui, mais je crois que si on prend des exemples, en médecine, c'est au niveau de l'épidémiologie. Une technique de prise en charge pour lutter contre une malformation, une maladie. En médecine, bon, c'est vrai qu'il y a quelques cas qui vont marcher, mais nous, on se base sur la majorité des cas. Et à partir du moment où une grande majorité des cas, ça ne marche pas, on se dit il vaut mieux utiliser une autre période de prise en charge. Et pour que l'école, c'est très important. Et en Algérie, il y a quelques années, je n'ai plus d'informations, parce qu'il n'y a pas, à chaque fois je le dis, il n'y a pas d'informations. Par exemple, nous, notre source d'information en Algérie, c'était l'INSP.
des résultats épidémiologiques, des résultats chiffrés. Ça, c'était important. Il y avait une revue épidémiologique. Mais là, maintenant, on n'a plus, personnellement, peut-être que je ne sais pas chercher où je suis à côté, mais on n'a aucune idée de la scoliose en 2025. En 2024, 2025, on ne sait pas, peut-être que moi, je le dis, je ne sais pas chercher, mais il n'y a pas de bulletin. Ce qu'il faut, c'est au niveau de nos consultations, de nos confrontations avec les patients, les parents des patients, beaucoup de femmes, par exemple, maintenant, je suis au niveau de Sidi Frej, le centre de thalassothérapie, beaucoup de femmes viennent me dire « Ah, moi, j'ai la scoliose à un âge avancé, après avoir accouché, tout ça. » Bon, les possibilités de prise en charge sont restreintes et difficiles. Il faut arriver à l'âge adulte. Alors, justement, docteur, quand on est enfant, donc on peut diagnostiquer comment on fait, donc comment se fait la prise en charge à un jeune âge. Voilà. Ce qu'il faut, c'est d'abord examiner un enfant, un garçon ou une fille. Et il faut d'abord, ça peut se faire dans une classe, hein, c'est très simple, ça ne demande pas beaucoup de choses. On laisse l'enfant avec son slip et on lui dit de marcher tout droit et nous on reste derrière et on voit son dos. On voit son dos, on voit ses hanches. Est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre? Parce que pour marcher, nous avons nos pieds et un équilibre est maintenu par le bassin. Oui. C'est ça qui est important. Le bassin, et c'est des angles droits, c'est très important. Quand vous regardez et qu'il y a un début de scoliose, on voit un petit peu soit comme l'a montré, soit la colonne vertébrale penche à droite ou penche à gauche, soit il y a un défaut de marche, il y a un contrebalancement du bassin, et ça, vous le voyez, c'est très net. À ce moment-là, c'est très important de décider de faire une radio, de faire tous ces éléments-là, et à ce moment-là, on préconise surtout le bassin, la piscine, la natation, et à une époque, les enfants qui présentaient une scoliose étaient prioritaires au niveau des piscines publiques ou ils étaient prioritaires. Bon, une piscine, c'est fait pour faire du sport ou quelque chose. Mais dès qu'il y avait un certificat, disons, ayant prescrit que cet enfant est scoliotique, à ce moment-là, ils étaient une complication très grave. On peut avoir la scoliose thoracique. Oui. Scoliose thoracique, et vous savez qu'au niveau du thorax, il y a le cœur, il y a les poumons. Alors, il y a une sorte de pression sur le cœur, donc ça peut donner des problèmes cardiaques. Vous voyez, c'est des trucs qu'on néglige, mais c'est pour ça qu'il faut d'abord diagnostiquer la technique, la meilleure technique, puisque c'est des os, la meilleure technique, c'est les rayons X. Alors, si jamais la scoliose n'est pas prise en charge à temps, est-ce qu'elle va se stabiliser ou elle risque encore de s'aggraver avec l'âge? Moi, j'ai toujours comparé la scoliose. Si on la laisse, c'est comme les arbres. Les arbres, il y a des arbres qui tiennent droit et des arbres qui penchent. Si on les laisse, ils sont complètement... la même chose pour l'être humain. On peut avoir des gibbosités, et surtout avec l'âge, par exemple, les femmes, au moment de la ménopause, où l'os devient très fragile. Alors, s'il y a une scoliose, il y a cette fragilité de l'os. Alors, les femmes que l'on voit avec gibbosité, les femmes que l'on voit... il y a tous ces éléments-là. Surtout, il y a une notion de maladie, pas maladie, il y a la notion d'hérédité dans la scoliose. Il y a des familles où ils sont scoliotiques, ça, il faut en prendre compte. L'important, je le répète, c'est toujours à l'école qu'il faut faire. La chirurgie, oui. Oui, justement, c'était ma prochaine question par rapport à la chirurgie. Oui, parce que c'est vrai qu'on a en tête, comment dirais-je, on laisse les choses involuer, et après, il y a toujours la chirurgie, l'hôpital, des tas de... Non, je crois qu'il ne faut pas arriver à la chirurgie parce qu'elle n'est pas... c'est vrai que si des collègues chirurgiens qui pratiquent ça vont dire « Ah, ils tapent sur la chirurgie », mais, excusez-moi, quand il y a une répercussion
sur l'état général, plus que le bien-être. Quand il y a une répercussion secondaire, surtout une scoliose thoracique où il y a une compression du cœur, de l'appareil cardio. Ça entraîne des choses vraiment qui peuvent être difficiles. Mais le plus important, c'est qu'il faut, j'insiste sur la prévention et la prise en charge durant le jeune âge. À l'école, ça, c'est extrêmement important pour éviter des problèmes, la chirurgie. Le pire, c'est qu'il y a un corset. Des fois, la colonne vertébrale est tellement... il faut le faire. À un certain moment dans l'histoire des vêtements féminins, je crois que le corset... c'est un élément fondamental. Fondamental, ça faisait souffrir. Mais là, ça fait toujours souffrir. Et ce n'est pas quelque chose de... Des fois que si on enlève le corset... ça peut s'écrouler. Justement, là, nous avons une autre image. Oui. Voilà. Quand il y a le truc qui sort, c'est ce qu'on appelle une gibbosité. Oui. Et là, la bosse. La bosse. Mais ça, c'est assez difficile pour redresser. Pourquoi laisser les gens arriver à ce stade-là? Il faut dépister. Et c'est très, disons, c'est très inesthétique. Oui. C'est très... C'est gênant aussi pour la confiance en soi, c'est gênant aussi pour... Regardez, la santé et le bien-être. On n'a pas le bien-être social, alors que la définition de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Oui. Qu'est-ce que vous voulez à travers les âges? La gibbosité, les bossus, alors que Notre-Dame de Paris, le bossu a été très mis en valeur. Mais je ne conseille pas. Il avait bon cœur, paraît-il. Il avait bon cœur, paraît-il. Alors, docteur, il y a notre amie Zahra qui se pose des questions par rapport à l'ostéopathie. Ostéopathe. Non, c'est à la mode. C'était à la mode. Vous savez que c'était énormément à la mode en France. Les ostéopathes, c'était des gens très... Mais il y a eu beaucoup de problèmes, de scandales, ostéopathe, chez moi, c'est Tayyabat al-Hammam. Oula, docteur, quand même. Non, non, il n'y a pas, je suis... Faire de la kinésithérapie... kiné par rapport à l'ostéopathe, c'est des trucs complètement. Kiné, oui. Ça c'est important et on a des kinésithérapeutes très compétents. D'ailleurs, le travail se fait en étroite collaboration avec les kinésithérapeutes. Les ostéopathes, pour moi, j'ose le dire, je vais recevoir des trucs, c'est Tayyabat al-Hammam, c'est elle qui va faire les massages que je ne recommande pas. Ni Tayyabat pour les femmes, ni Mucho pour les hommes. Attention, il ne faut pas s'amuser à ça ou bien essayer de réduire. Quand vous avez vu là-bas tout à l'heure la gibbosité qui était... Comment vous allez pousser une colonne vertébrale? Vous savez ce que c'est qu'une colonne? Ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a la moelle mais c'est de la faute. Les ostéopathes, ils vous prennent comme ça, ils vous torturent. Personnellement... Il vaut mieux aller vers un spécialiste. Un spécialiste, un kinésien, un truc des os, un médecin spécialiste, orthopédiste, aller voir un kiné, faire de la piscine, c'est tous ces éléments-là. Et si chirurgie est obligatoire parce qu'il y a cette scoliose a eu un impact sur la santé de la personne, l'urgence de la personne, la respiration de la personne, le fonctionnement du cœur de la personne, à ce moment-là, la chirurgie, il n'y a pas d'autre moyen. Mais je reviens à l'enfance, c'est là où on détecte, où on prend en charge, on peut arranger une scoliose. La prévention, encore une fois. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci. Et comme excuse pour les ostéopathes. Merci beaucoup, docteur. On continue. Cette fois-ci, notre amie Samia Bouarour, a rencontré quelques citoyens, leur a posé la question par rapport à l'hygiène de vie durant la saison estivale. Elle est revenue donc avec quelques réponses que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Quand il fait chaud, on évite déjà de sortir pendant les heures chaudes, c'est-à-dire l'après-midi. Il faut sortir le matin ou bien en fin d'après-midi. Les personnes âgées,
devrait rester à la maison pendant les horaires chauds et s'hydrater au maximum, fermer les volets, rester à l'ombre et s'hydrater au maximum, bien sûr. S'hydrater, c'est-à-dire manger des fruits, beaucoup de fruits, prendre de l'eau plate, pas de soda, pas de... Les sucres, ça fait augmenter les calories, ça augmente aussi la chaleur du corps. Donc éviter tout ce qui est sucré, prendre surtout de l'eau plate, l'eau minérale plate, protéger sa peau. C'est très important, mettre des crèmes anti-UV parce que les rayons sont très agressifs. Ne pas s'exposer au soleil de midi jusqu'à 16 h, c'est des rayons très nocifs. ندير تاع الماساج تاع البرونزاج باش على الشميسه باش ما تحرقكش فانا لازم بروتيجي روحك يروحوا نسكن قريب للبحر كما يقول يروحوا غير مع الحشيه سي ميو مع الحشيه شغل تكون هبطت هذيك شميسه وكذا Grand total, mettre le chapeau, porter des lunettes. Voilà. N'importe quelle lunette ou vous êtes... Non, des lunettes de soleil, je veux dire de qualité, par exemple. Parce qu'il y a des lunettes, mais je veux dire, ça peut provoquer des problèmes je veux dire, de vue. Donc, en été, ce qu'il faut faire, c'est boire un peu plus d'eau, se protéger contre le soleil. Donc, selon les saisons. Donc. Mettre des lunettes de soleil conformes, c'est-à-dire anti-UV, parce que ce qu'on vend dehors, parce que c'est des lunettes qui sont encore plus agressives, ils absorbent les UV, surtout quand c'est des lunettes foncées, ça absorbe plus les UV. Les enfants aussi, éviter de les faire sortir pendant les horaires chauds, éviter de les faire sortir soit en fin d'après-midi toujours, soit à la matinée. Leur donner à boire le plus possible, les mettre dans l'eau, exactement, les mettre dans l'eau. Comme c'est la période de l'été, donc ne pas partir à la plage entre midi et 16 h, soit partir tôt, retourner à la maison avant midi ou la partir à partir de 16 h, 18 h, 19 h, il fait très bon et les rayons sont moins agressifs. Moi, c'est surtout les rayons qui m'inquiètent. Oui, et la déshydratation. Les coups de soleil aussi. Oui, la déshydratation arrive très vite chez les enfants et chez les personnes âgées parce que les premières cellules qui sont atteintes, c'est surtout les cellules du cerveau. Voilà, moi je vais parler un peu plus vulgairement. C'est les premières cellules. C'est pour ça que les enfants font des comas ainsi que les adultes. C'est les premières cellules qui se déshydratent. C'est les cellules du cerveau. Déjà manger léger. Ne pas trop s'exposer au soleil, c'est pas bon pour la peau. Hein? Manger beaucoup de fruits. Il faut dire ça aux jeunes et à tout le monde, de ne pas acheter des paires de lunettes qu'on se vend tablette parce que là ils vont avec les UV ils vont accentuer les maladies et bien surtout ils ont la cataracte à 50 ans, pas à 70 ans. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc quelques témoignages des citoyens. Comment ils imaginent leur hygiène de vie durant cette saison estivale. Et la santé, nous allons continuer à en parler puisque cette fois-ci aura lieu du 19 au 21 de ce mois le 16e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique. Nous en parlons ce matin en compagnie du professeur Habib Douagui. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je disais, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Le plaisir est partagé, croyez-le. Marhaba bik. Alors, vous êtes professeur émérite, vous êtes aussi le président de la Société africaine d'allergologie et d'immunologie et vous êtes également le président de ce congrès. Tout à fait. Voilà, alors c'est la 16e édition, ça s'est installé comme une véritable tradition, professeur. Tout à fait. في البداية تحياتي الخالصة والأخوية للمشاهدين الكرام وجمعة مباركة للجميع وصحة عيدكم. Effectivement, madame, c'est la 16e édition du congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique qui est placé sous le patronage de Monsieur le Président de la République, que je tiens à remercier très chaleureusement pour son intérêt, l'intérêt qu'il porte à la science, à la recherche et à la santé pour tous. Et je n'en veux pour preuve que, en tant que sénateur et président de la Commission de la Santé, où nous sommes
en train depuis 2 ans d'étudier le programme cancer qui est initié par le président de la République. Nous venons de recevoir au Sénat le texte de loi sur la maternité qui protège les femmes enceintes. Et nous allons recevoir la semaine prochaine le projet de loi portant sur la retraite des enseignants. Tout cela témoigne de l'intérêt que porte Monsieur le Président de la République à la santé, à la recherche et à la science. Effectivement, donc un grand intérêt qui va surtout assurer ce bien-être, n'est-ce pas, professeur, et la santé pour tous. Alors justement, revenons à cet événement, donc il va se tenir à Oran très prochainement, donc à partir du 19, Inch'Allah. La thématique principale tourne autour du diagnostic clinique et moléculaire au traitement biologique innovant en allergologie. Voilà. Tout à fait. Si vous me le permettez, madame, je voudrais insister sur un point très important. D'abord, c'est la 16e édition, avec la participation record de 14 pays d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. Nous avons, comme à l'habitude, s'agissant d'un congrès euro-africain, nos pays frères et amis d'Afrique et particulièrement du Sahel. Je veux parler du Tchad, je veux parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, des pays du Maghreb, la Tunisie notamment, des pays d'Europe, du Portugal, France et Belgique. Et enfin, nous avons l'honneur pour la première fois de recevoir 2 chercheurs éminents des États-Unis d'Amérique, de l'Université de Philadelphie, ce qui témoigne un petit peu de l'importance de ce congrès. Et bien entendu, cette 16e édition, elle a lieu pour la première fois à Oran. Et puis, Oran, c'est quand même la perle de la Méditerranée, et puis c'est bien de décentraliser le congrès euro-africain qui permettra à nos illustres invités des 3 continents de pouvoir voir cette belle ville d'Oran pour laquelle j'ai un attrait particulier. Une affection particulière, effectivement. Une affection particulière, déjà pour la ville, pour l'architecture, pour le tourisme, mais aussi pour les habitants, la population de la région. Il fait bon vivre. Effectivement. Alors, surtout qu'apparemment, il fait bon. Hein. On est à 30 degrés pour l'instant, espérant que ça va aller pour cette semaine. Alors, professeur, justement, là, on voit que quand même 14 pays, c'est une participation record. C'est les 3 continents qui sont réunis autour de la même thématique. Est-ce que pour cela, on peut dire qu'aujourd'hui, les allergies sont un véritable problème de santé publique mondiale? C'est un véritable fléau, puisque l'Organisation mondiale de la santé le classe au 4e rang de préoccupation de santé publique dans le monde. Et d'après les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, dans le monde entier, donc une personne sur 2 dans la population mondiale aura une allergie. C'est énorme. C'est vous dire cette augmentation, cette pandémie des maladies allergiques s'explique par le fait que nous avons, qu'on les diagnostique mieux naturellement, mais surtout que nous avons changé nos modifications. Il y a naturellement la pollution de l'environnement, mais il y a aussi les nouveaux allergènes modernes que nous introduisons à la fois dans notre environnement professionnel, mais également dans notre alimentation. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a une explosion, une véritable pandémie des maladies allergiques. Le mot allergie vient du mot grec, qui veut dire réagir différemment. Donc un malade qui est allergique, c'est quelqu'un qui va réagir différemment à une substance, qu'elle soit un médicament, qu'elle soit un aliment, qu'elle soit un pollen d'arbres. Donc ce sont tous ces allergènes, dont certains sont nouveaux, notamment dans l'industrie, qui font qu'il y a une véritable épidémie des maladies allergiques, d'où la nécessité pour nos médecins de profiter de cette réunion mondiale pour avoir les meilleurs experts dans le monde. Et les experts algériens, ils sont nombreux. Nous sommes un des pays qui a le plus avancé en Afrique dans le domaine de l'allergologie. La preuve, c'est que nous organisons depuis 16 ans le congrès euro-africain. Donc ce sera l'occasion pour nos médecins généralistes et médecins spécialistes, de partager leur expérience. Elle est importante, l'expérience algérienne, mais surtout d'avoir aussi les expériences des autres. Nous avons 2 grands professeurs, mais quand je dis 2 grands professeurs, parmi les autres professeurs, le premier c'est le professeur Jean Bousquet de Montpellier. Il est classé selon
l'Organisation mondiale de la recherche au 10e rang comme chercheur dans le monde. C'est vous dire l'importance de la présence du professeur Jean Bousquet, d'ailleurs qui va faire deux choses extraordinaires. Il va assurer la séance inaugurale. Vous savez que dans un congrès international moderne, il y a toujours une séance inaugurale. Donc, monsieur le professeur Jean Bousquet va parler de la présence, de la place de l'intelligence artificielle dans le traitement, le diagnostic et le traitement de l'asthme et de la rhinite allergique. Il y aura également deux experts internationaux américains, chercheurs de renom, et il y a naturellement en Afrique et en Europe et en Algérie des experts. Et le deuxième aspect qui me paraît le plus important, à côté de l'aspect scientifique et de recherche, c'est de permettre à l'Algérie de montrer que notre pays est capable de réunir les trois continents dans un congrès international qui regroupe 14 pays. Dans la situation géostratégique dans le monde, il est important que l'Algérie soit un phare qui montre la voie dans le cadre de la recherche et de la science. Et c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est l'occasion véritablement de partager nos expériences et de bâtir des passerelles scientifiques et de recherche des deux côtés de la Méditerranée et de l'Atlantique en direction des pays africains. Nous avons la chance en Algérie, avec toute la modestie qui doit caractériser nos propos, nous avons en Algérie la chance d'avoir toutes les conditions de prendre en charge correctement nos malades. Nous avons les médicaments et je peux vous assurer que la souveraineté médicamenteuse en Algérie, je rappelle à nos auditeurs que 70% des médicaments de notre pays sont fabriqués en Algérie et ça c'est un élément très important. Nous avons également les compétences depuis 1989 où j'ai eu l'honneur de créer la Société algérienne d'allergologie, où j'ai eu également l'honneur de créer le CES d'allergologie et d'immunologie clinique dont j'ai été le coordinateur pendant très longtemps. Nous avons formé plus de 400 médecins allergologues. Nous avons créé cette société en 1989 et depuis 1989 et pratiquement toutes les années, nous organisons un congrès de type international, qu'il soit international ou euro-africain, qui permet à nos médecins, et nous attendons près de 500 médecins à Oran, généralistes et spécialistes, qui vont s'imbiber, qui vont apprendre, qui vont partager leurs idées. Il y a 17 sessions scientifiques. Il y a... Excusez-moi, lorsque vous parlez de 17 sessions scientifiques, ce sont les conférences ou des ateliers? Non, 17 sessions scientifiques thématiques. Très bien. Il y a 14 ateliers. Il y a une séance, plusieurs séances de communication orale. Oui. Il y a 7 séances d'hypostère. Et il y a, et là je tiens encore une fois à rendre hommage à M. le Président de la République qui a induit quelque chose d'essentiel qui est celui de langue anglaise. Et il y a une session anglophone parce qu'il faut que les auditeurs sachent, que les médecins sachent, que 95% des publications internationales dans le monde sont publiées en anglais. Donc la connaissance de l'anglais de tous les cadres du pays, de tous les médecins, de tous les chercheurs, c'est une évidence parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un article si vous n'allez pas dans des revues qui sont publiées en anglais. Donc je suis très heureux que dès cette année, on va faire les efforts pour que les étudiants en médecine puissent intégrer la langue anglaise. Et puis vous savez, quand vous connaissez l'arabe, et Tamazir, qui sont les deux langues nationales et officielles, quand vous connaissez le français et quand vous connaissez l'anglais, c'est ce qui se passe pour moi, à l'exception, malheureusement, je ne connais pas Tamazir, vous êtes un citoyen du monde. Et que là où vous allez, vous êtes capable de publier, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable de régler vos problèmes. Donc le fait que l'Algérien, dans l'Algérie nouvelle, connaisse parfaitement l'arabe, sa langue nationale, connaissent parfaitement le français parce que le français est aussi une langue de culture et l'anglais, ce sont des éléments fondamentaux qui permettent aux médecins qui va être formé demain. C'est pour ça que je parle de cette session anglophone. Nous avons introduit cette session anglophone depuis maintenant 6 ans et je vois avec beaucoup de plaisir que des jeunes maîtres assistants se sont mis en anglais et qu'ils véhiculent leur communication orale, leur hypostère
ou leur conférence en anglais. Et ça, c'est un espoir extraordinaire. Alors, professeur, on voit quand même que c'est un événement très fédérateur, surtout donc, déjà par rapport aux différentes compétences. La médecine par rapport... et la science et la recherche sont très fédératrices. Effectivement. Alors déjà, par rapport aux participations, par rapport aux langues utilisées et surtout par rapport aux expériences qui vont être échangées durant ces 3 jours. Et surtout, c'est un congrès qui se tient aussi préventif parce que les chiffres que vous nous avancez font un petit peu peur. Donc d'ici 2050, comme vous l'avez si bien dit, 1 sur 2 se rend allergique. Ça reste quand même des chiffres alarmants. Et donc là, c'est plus nous sommes un petit peu dans la prévention, nous sommes un petit peu dans la sensibilisation et nous sommes aussi dans la préparation donc, à cette éventualité. Et donc certainement, vous allez sortir avec des recommandations. Alors ma question, par rapport aux recommandations, comment vous comptez justement les mettre en application sur terrain? Alors, je réponds à votre première partie de vos propos. Il s'agit naturellement d'un congrès dont les thématiques vont réunir l'ensemble des aspects de la prise en charge des maladies allergiques, qu'il s'agisse du diagnostic, qu'il s'agisse du traitement, qu'il s'agisse de la prévention et naturellement de la recherche. Donc tous ces aspects vont être étudiés dans les thématiques dont je vous rappelle le fil rouge et la thématique principale, c'est les allergies moléculaires. Il faut que les auditeurs sachent qu'aujourd'hui, la médecine est une médecine de précision et que c'est une médecine personnalisée. Il y a eu depuis quelques années des avancées extraordinaires dans le diagnostic et dans le traitement des maladies allergiques et notamment des traitements de biothérapie. Aujourd'hui, il y a un aspect de ce qu'on appelle l'asthme sévère qui représente à peu près 3 à 5% de tous les asthmes qui, avant, étaient mal contrôlés, qui étaient pratiquement, qu'on n'était pas capable de traiter tellement la gravité de cette maladie était importante. Et aujourd'hui, avec les biothérapies, on a véritablement modifié et j'ose pas dire le mot guéri, mais en tout cas permettre un contrôle de ces maladies. Le deuxième exemple concerne la rhinite allergique avec la polypose naso-sinusienne. Et aujourd'hui, nous avons de la biothérapie qui permet aux polyposes naso-sinusiennes d'être traitées, alors que la polypose naso-sinusienne, croyez-moi, c'est une maladie qui pourrit la vie, excusez-moi l'expression, qui entraîne des insomnies, qui entraîne des difficultés respiratoires, etc. À côté de cela, il y a l'aspect de recherche et de prévention. Concernant la recherche et la prévention, ces congrès euro-africains nous permettent d'avancer et de mettre en place des passerelles scientifiques avec nos collègues d'Afrique et nos collègues d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on a des projets communs, je vous en parle dans un moment, on a la possibilité d'envoyer nos étudiants et nos médecins dans ces stages et on a la possibilité naturellement de pouvoir. La prévention, vous avez tout à fait raison, c'est un élément essentiel. La première prévention d'une maladie allergique, mais elle intéresse tous les malades, toutes les maladies, c'est la prévention du tabac. Et chaque médecin généraliste doit pouvoir donner ce qu'on appelle le conseil minimal. Tout médecin généraliste qui voit un malade pour la première fois, surtout quand il est âgé de plus de 40 ans, il doit lui poser la question suivante, est-ce que vous fumez? Et si vous fumez, attirez son attention sur les méfaits du tabac. Pourquoi je vous dis ça? Le tabac, parce que le tabac est un élément inflammatoire. Et la maladie allergique, l'asthme et la rhinite allergique, sont des maladies inflammatoires. Donc l'arrêt du tabac dans la prévention, c'est un élément fondamental. Il y a également, bien entendu, la prévention au niveau du travail, quand il s'agit d'allergies professionnelles. Il y a les recommandations que l'on peut donner aux malades, parce qu'on sait maintenant que le milieu intérieur, que la maison, est également le lieu d'allergie, de moisissure, d'acariens, etc. Donc il y a ce domaine de la prévention. 2 recommandations essentielles. Alors, on termine sur ça? Oui. Allez-y. J'aurais vous répondre en deuxième partie de votre propos. Allez-y. C'est la création, et ça nous sommes très très fiers, de créer, à l'occasion de ce 16e congrès euro-africain d'allergologie clinique, l'Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique qui sera créée en Algérie, dont le site sera en Algérie, dont le siège sera en Algérie et qui réunira l'ensemble des pays frères et amis d'Afrique, mais également des experts d'autres pays qui viendront
Et le deuxième élément, c'est il y a une réunion africaine sur un projet COST. Le projet COST, c'est un projet international de recherche qui va permettre à l'ensemble des pays européens et africains de réfléchir sur toutes les modalités de prise en charge des maladies allergiques en ce qui concerne, et vous avez totalement raison, de tous les aspects, à savoir diagnostic, traitement, prévention et recherche. Eh ben voilà, rendez-vous pris 19 au 21. Et je vous invite à ce congrès. Merci beaucoup, professeur Douagui, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on rappelle le rendez-vous, c'est du 19 au juin, donc et ça va du 19 au 21 juin, pardon, et ça va se passer donc à Oran. Très belle réussite pour cette 16e édition. Inch'Allah. Je vous remercie infiniment, madame. À très bientôt. Merci beaucoup, professeur. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art, mais surtout à l'intelligence artificielle au service de l'art. Et c'est un sujet auquel s'est intéressé Lamia Boudbouda, que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Enseignants, experts, artistes et étudiants ont soulevé plusieurs réflexions autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle en art et design à l'École nationale supérieure des beaux-arts, qui abrite pendant 3 jours une rencontre placée sous le thème DZ Art et Design à l'ère de l'intelligence artificielle. Le directeur de l'école, M. Tarchaoui, ouvre le bal de ce workshop en posant la problématique de cette nouvelle technologie. C'est une occasion pour voir les perspectives de l'école, les horizons de l'école sur l'utilisation soit des enseignants, soit des étudiants, soit des programmes de l'école en matière d'intelligence artificielle. C'est une occasion aussi pour voir l'impact de l'intelligence artificielle dans les deux domaines, sur le domaine des arts et le design. Expert en stratégie d'intelligence artificielle, Hassan Aggoun, dans son allocution, mettra l'accent sur un usage rationnel de cet outil. Il évoquera la notion du pharmacon pour parler des choses qui sont à la fois un remède et un poison. L'idée, c'est de dire qu'en général, toute technique est ambivalente. C'est le terme consacré, c'est le terme de pharmacone. Pharmacone, ça veut dire que c'est un poison et un remède à la fois. Donc il faut savoir l'aborder de manière pharmacologique. On dit voilà. Donc l'idée, c'est de savoir tirer parti curatif et ne pas s'intoxiquer en l'utilisant à mauvais escient ou de manière non indiquée. Pour l'intelligence artificielle, Dr Mourad Bouzal, maître conférencier à l'école, évoquera former aux beaux-arts à l'ère de l'intelligence artificielle, défis et limites. Aux Beaux-Arts, les enseignants sont confrontés à 2 défis. Donc le défi, évidemment, celui de concevoir, d'utiliser l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle pour préparer ses cours, évidemment. Et puis on fait face à un second défi qui est celui de la formation sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'en plus de maîtriser donc ces outils pour la préparation de nos cours, on est obligé aussi de maîtriser ces outils-là dans l'activité professionnelle à laquelle on est censé former nos étudiants. Voilà. Donc en fait, c'est les 2 défis auxquels sont confrontés les enseignants, et c'est principalement la question qu'on va poser ce matin, dans l'espoir d'avoir un débat et de pouvoir en discuter finalement. Est-ce qu'il s'agit d'un frein? Est-ce que l'intelligence artificielle est un frein? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un atout? Dans ce workshop, des représentants de l'ONDA étaient présents pour aborder les aspects juridiques et éthiques liés aux droits sur les œuvres générées par le biais de l'intelligence artificielle. En matière juridique, c'est vrai, actuellement, il y a des vides juridiques dans toutes les législations du monde concernant la protection des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Mais tout de même, les droits fondamentaux des droits d'auteur, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, sont censés être respectés par protéger les œuvres et les droits des artistes. Ahmed Bachir Chérif, fondateur et directeur de ThinkThink, est designer multidisciplinaire. Il abordera les pratiques créatives utilisant l'intelligence artificielle générative.
Je suis là pour présenter, voilà, faire une présentation sur les pratiques de l'IA. Comment utiliser l'IA dans le processus de création. Comment l'utiliser, voilà, pour pour répondre à des problématiques, faire des solutions, voilà, dans la création de plateformes, dans la création de visuels artistiques, des identités visuelles, voilà. Alors on va aborder ça dans le process, dans la présentation, et aussi on va former nos chers étudiants dans les hackathons, voilà, sur ces processus-là. La seconde journée sera consacrée à des ateliers de formation sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art pour les étudiants, qui par la suite devront présenter des projets de création artistique. Bon vent à Tinda et à d'autres thématiques. Et voilà, c'était donc l'impact de l'intelligence artificielle ou comment utiliser l'intelligence artificielle dans l'art. Et c'est un sujet signé Lamia Boudbouda. Et cette fois-ci, nous allons quand même continuer à parler de l'intelligence artificielle, de la compétitivité, de la formation, du consulting. Et ça sera en compagnie d'un expert. Il s'agit donc de Yassine Tahimi. Bonjour Yassine. Bonjour Nolda. Comment ça va? Ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Super bien. Alhamdoulilah. Avant de commencer, j'imagine que vous avez un message à vouloir faire passer. Tout à fait. Et tout d'abord, Eid Moubarak. Eid Moubarak. Et j'ai une pensée profonde pour nos frères à Gaza et en Palestine en général, de ce qu'ils sont en train de vivre ce jour-ci. C'est un génocide qui ne porte plus de nom. Et toute la solidarité algérienne est avec eux et Inch'Allah, c'est ce qu'on dit, effectivement. Alors Yassine, un événement grandiose se prépare pour demain. Un événement. On y travaille du moins. Voilà, effectivement, on sait que, en tout cas, vous êtes d'arrache-pied. Voilà. Et donc c'est un événement qui va réunir, on va dire, la famille des consultants, des formateurs, et autour d'une thématique très très particulière. Il s'agit donc de la compétitivité des entreprises. Alors la compétitivité des entreprises, justement, c'est quoi au juste et comment on peut rendre une entreprise algérienne compétitive? Parfait. Aujourd'hui, en Algérie, la compétitivité est synonyme de faire face à la concurrence et comment être meilleur que les autres. Et comment faire face à cette concurrence accrue internationale, mais aussi comment gagner des parts de marché. Et le rôle de cet événement, c'est de pousser les entreprises dans cette excellence opérationnelle afin d'être compétitifs. Et la journée s'appelle la journée de la compétitivité et de l'innovation. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, si on veut être compétitif, il faut faire preuve d'innovation. Il faut se démarquer. Exactement. Et c'est ça qui va nous laisser être plus performants par rapport aux concurrents. Alors justement, par rapport à la compétitivité, par rapport à l'innovation, là on parlait de l'intelligence artificielle, alors qu'en est-il justement le fait de faire recours à l'intelligence artificielle pour pouvoir être probablement plus compétitif ou encore aller vers l'innovation, vers la créativité? L'intelligence artificielle aujourd'hui est un pilier dans tout secteur confondu. On vient de le voir d'ailleurs dans la vidéo qui vient de passer, dans l'art, on le voit également dans le domaine médical. Et en l'occurrence, on le retrouve à nouveau dans le domaine de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, l'IA est un segment majeur pour pouvoir être compétitif et innovant sur le marché. L'IA, ce n'est pas seulement aller sur une plateforme et poser des questions comme on a l'habitude de poser à Google. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut avoir la culture du prompt, comment savoir l'utiliser, l'intégrer, l'automatiser et essayer de pallier sur certains aspects manquants dans notre business. Alors Yassine, on comprend que vous n'êtes pas adepte de ceux qui disent que l'intelligence artificielle risquerait de nous faire disparaître. Du tout. J'ai vu une fois un post qui m'a vraiment fait rire. Deux managers qui disent vous n'avez pas peur de la montée de l'intelligence artificielle? Il dit non, j'ai peur de la régression de l'intelligence humaine. Ah bah je t'ai dit là. Voilà. Donc en réalité, non, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Un outil comme tant d'autres. Oui. Si on revient 10 années en arrière, on était subjugué par les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter. Et on disait il y a des métiers qui vont disparaître. 10 ans auparavant, on parlait de l'Internet. 10 ans auparavant, on parlait de la téléphonie mobile, etc., etc. Et on voit que chaque fois, il est certes des métiers qui se sont vus disparaître, mais de nouveaux métiers ont été créés. Et donc la même chose pour l'IA, c'est que de nouveaux métiers sont en train de naître. Et aujourd'hui, l'IA n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui va aider et faciliter la vie des entreprises pour aller, encore une fois, vers l'innovation
et la compétitivité sur le marché mondial. Effectivement. Alors encore une fois, par rapport à la compétitivité, par rapport à l'innovation, Yacine, est-ce que l'entreprise peut donc bâtir des stratégies toute seule, ou il serait intéressant qu'elle se fasse accompagner, qu'elle consulte finalement des experts pour pouvoir l'accompagner pour atteindre cette compétitivité ou mettre en place donc des stratégies innovantes? Alors aujourd'hui, vous savez, quand on est malade, on va chez le médecin. Oui. Et quand on veut changer de physique, on va chez un nutritionniste pour essayer de nous aider afin d'être mieux. La même chose, une entreprise, si elle veut devenir compétitive et aller dans l'innovation, elle doit faire appel à un médecin des entreprises qui est le consultant. Aujourd'hui, les consultants sont là pour accompagner les entreprises et les aider à actionner des leviers qui vont leur permettre de faire plus de profits, d'avoir moins de pertes et d'aller vers de nouveaux segments. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est notre cheval de bataille, c'est d'aller vers l'export. Oui. Aujourd'hui, nous avons des compétences, nous avons des services, nous avons des produits qui ne demandent qu'à être connus, pas seulement en Afrique, mais en Europe, en Asie et même dans le continent américain. Aujourd'hui, l'Algérie a les moyens pour pouvoir se développer à l'exportation. Et c'est notre rôle aujourd'hui, nous également en tant qu'acteurs économiques et acteurs du changement, de pouvoir accompagner ces entreprises-là dans ce challenge et dans cette aventure vers l'export. Et sinon, qu'en est-il de la culture du consulting en Algérie? Il est vrai qu'aujourd'hui en Algérie, c'est très compliqué de faire confiance à un consultant. Les entreprises ont du mal à faire appel à un consultant. Et c'est tout à fait normal. Sauf que je pense que cette mentalité commence à changer et on doit changer. On ne peut pas tout faire seul, on ne peut pas tout apprendre seul. Et une entreprise, je pense, c'est plus sain pour elle de faire appel à un œil extérieur pour pouvoir l'aider à s'améliorer dans ce domaine, dans son développement. Alors, et aussi, donc, par rapport au consulting, il y a aussi un autre volet qui est très important et qui est indissociable, hein, aussi, c'est la formation. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, chez nous, à Challenge Center, on travaille sur les deux. C'est-à-dire, on travaille sur la formation de consultants et la formation de formateurs. Donc, un consultant, à un certain moment, lorsqu'il accompagne une entreprise dans son cadre de changement, il faut former, que ce soit du middle management, du top management, mais également des jeunes recrues. Oui. Ne serait-ce que pour la culture d'entreprise, la culture du changement, sur certains aspects techniques. Et donc, pour moi, ils sont indissociables. La formation doit accompagner le consulting et le consulting doit accompagner la formation. Effectivement. Et donc, l'événement est prévu pour demain, n'est-ce pas? Alors, un aperçu. Donc, alors, la journée de demain va être une journée très riche. Nous allons avoir plus d'une quinzaine d'intervenants. Nous allons parler sur 3 piliers majeurs. La journée s'appelle la journée de la compétitivité et de l'innovation. Ça se fera au niveau du Marriott à Bab Zouar. Et nous allons parler de 3 piliers majeurs. Le premier, c'est les outils et les leviers de l'export. Comment accompagner sur un domaine d'assurance, de banque et de services. Le second, nous allons parler d'intelligence artificielle, également comme un levier et de la compétitivité et de l'innovation. Et nous allons finir par la formation et comment former les jeunes générations pour pouvoir accompagner ces entreprises-là pour grandir et croître dans le marché mondial. Alors peut-être pour terminer, Yacine, j'aurais une question. Est-ce qu'à l'avenir, on verra probablement naître une association, une fédération des formateurs et des consultants? C'est l'objectif, c'est le but. C'est l'objectif. Alors à la suite de cet événement, nous allons créer une association nationale qui sera l'association nationale de la compétitivité et de l'innovation. Son rôle majeur sera d'accompagner les PME-PMI principalement pour pouvoir créer un écosystème qui aidera à l'export. Eh ben, c'est ce qu'on espère en tout cas. Félicitations par avance. Merci beaucoup. Rendez-vous pris pour demain. Merci beaucoup. Un dernier mot, j'avais promis donc un petit coucou à ma fille qui regarde et mes 2 petits garçons. Parce que sans eux, je ne serais pas là et sans eux, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ils nous apportent beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Yacine. Merci à vous. Donc, je rappelle Yacine Tahimi, vous êtes consultant, formateur à l'international. Merci beaucoup. Il faut le préciser. Merci beaucoup Yacine. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très belle exposition artistique. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Sous des projecteurs doux de la galerie, un miracle silencieux s'est produit. Des fleurs en éclos sur les murs. Bienvenue au vernissage de Madame Chelali, où le peintre danse avec la poésie de Kabir et Rumi. Il y a beaucoup de techniques, un mélange, c'est-à-dire qu'il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a du numérique. Donc moi, je travaille sur tout ça.
Et pour obtenir des résultats, donc je commence par le dessin, après la peinture. Enfin, c'est des techniques. Ces toiles ne sont pas de simple nature morte, mais des méditations visuelles. Un langage entre deux arts séparés par des siècles, mais unis par la même quête spirituelle. Quand j'ai fait cette exposition, j'étais très affectée par ce qui se passait à Gaza. Sincèrement, ça m'a vraiment bouleversée. Et donc, au niveau, par exemple, vous remarquez au niveau des couleurs, il y a beaucoup de noir, beaucoup de feuilles brûlées de rouge, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qui m'a fait. L'artiste est affecté par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et donc, il retransmet toutes ces choses. C'est ça l'œuvre d'art. C'est redonner, c'est repartager l'œuvre d'art. Sous le signe de Kabir et Rumi, ce vernissage se transforme en herbier symbolique où chaque visiteur peut tracer son propre parcours. Les jardins du cœur à 1000 chemins. Dans cette œuvre, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous transmettons tout ce que nous ressentons. Donc, qu'est-ce que nous ressentons dans situation donnée, situation de brutalité, de souffrance, etc., etc. Nous retransmettons tout ça. Cette œuvre, le public va directement vers elle, parce qu'au niveau des couleurs, ça leur crée quelque chose, une émotion profonde. Ça crée aussi... il y a beaucoup de choses. Il y a la destruction, et il y a la renaissance. Il y a l'espoir, il y a tellement de choses. On va énumérer tout ça, c'est fou. Ces œuvres résument tout son art. Clin d'œil audacieux à Kabir, ces tableaux cultes ne se regardent pas, ils s'écoutent. Une invitation à voir avec les oreilles du cœur. Et comme si que l'artiste disait « Mes fleurs sont des questions, à vous de peindre les réponses ». Puis ce qui m'intéressait, c'est le côté, très, très doux, très, très coloré. Moi, je pense que les fleurs sont un véritable miracle de la nature. Elles sont tellement belles. Elles portent des essences. Elles portent des essences qui guérissent. Donc, il y a tout ça. C'est très, très important. Voilà, les fleurs. Pourquoi les fleurs? Maintenant, les fleurs, parce que ça m'a plu, parce que j'aime les fleurs, etc. Ce n'était pas un vernissage, mais un jardin enchanté où les tableaux fleurissaient sous nos yeux. Madame Chelali a transformé la galerie en une serre poétique arrosée par les mots de Kabir et Rumi. Ici, l'art a germé dans tous les cœurs. Ah oui. Voilà, donc, ça se discute, hein, pendant. Voilà, vous l'auriez compris, les filles sont là. C'est un bonjour. Bonjour, cher ami. C'est on ne s'est pas vu. Aïd Moubarak. Merci beaucoup. Enfin, c'est bon, معليش. مقبولة. مازال عندنا tout le mois. Jusqu'à l'année prochaine. Ça va, ça va. Bonjour à tous. Ça va. Toi aussi. Non, on s'est vu. On s'est vu. Oui. On n'avait pas vu Siham. C'est Siham que j'ai pas vu. Et voilà, Siham était venu aujourd'hui. Elle était là lundi, hein, aussi. C'est Nour qui n'était pas là lundi. Voilà. C'est Nour qui était absente. Voilà. Et parmi nous, ce matin aussi, notre invitée Feria Lachouri. Bonjour. Feria, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça aide-comme à toutes. Alors Feria, vous êtes présidente de l'association Al-Ufuq Al-Jamil. Tout à fait. Voilà. Alors Feria, vous avez fait un très bel événement au profit des enfants à l'occasion de la journée mondiale journée internationale des droits de l'enfant qui coïncide donc chaque année avec le 1er juin, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors c'était à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfance où nous avons fait au profit de 550 enfants en collaboration bien sûr avec la direction nationale de la protection civile plutôt qui était présente, qui nous a offert l'espace. C'était un espace qui était vraiment très grand où les enfants ont profité déjà pour tout ce qui est sensibilisation avec des gens qui sont professionnels dans ce domaine et aussi avec plusieurs organes
où nous avons aussi eu la direction de la jeunesse et des sports, le barreau d'Alger, avec les avocats qui étaient spécialisés dans les droits de l'enfant, qui sont venus avec voilà, des ateliers pour sensibiliser les enfants, leurs droits, tout ce qui s'ensuit. Et aussi, il y avait bien sûr de l'animation l'après-midi où l'enfant s'est bien amusé, a joué, a profité avec des animations de sport pour sensibiliser aussi. Et c'était aussi à l'occasion de la journée environnementale, vu que le 5 juin, c'est la journée environnementale, où nous avons fait avec le ministère de l'Environnement, où il y avait le CNFE, où il y avait le Netcom, etc., qui sont venus avec aussi eux beaucoup d'ateliers, beaucoup de sensibilisation. Ils ont fait de l'apprentissage avec les enfants. Voilà, vu que c'est l'été aussi, ils ont sensibilisé dans plusieurs domaines environnementaux. Nous avons profité de cette journée, bien sûr. Il a fait beau. Hein. Il a fait très beau, c'était une très très belle journée. Voilà, nous on profite des dates pareilles pour accompagner l'enfant et aussi de le sensibiliser. C'est vrai que c'est sa journée, il faut qu'il profite, il faut qu'il s'amuse, mais aussi il faut qu'il y ait aussi un peu d'éducation. Voilà. C'est l'apprentissage par le jeu. Voilà, en jouant. Voilà, l'enfant joue et s'amuse en même temps. Alors les filles, une question pour vous. Vous vous rappelez vos examens du baccalauréat? Oui, je me rappelle. Je l'ai passé dans la salle numéro 13. Oula, en plus. Avec un détail très important. Oh, je vous promets, alors, ça m'a porté bonheur. Eh ben, tant mieux. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que... Et nous sommes le vendredi 13. Et on sommes vendredi 13. Le 13, en fait, ça a toujours été... Oui, ça a toujours été pour le bonheur, en fait. Oui, je me rappelle de mon baccalauréat, alors. Alors, état émotionnel ce jour-là? Bon, très superficielle journée. Oui. Profondément concentré et malaise en fin de journée, je crois, le premier jour. Après, c'est parti. Attention. Voilà. Et Samira? Mauvais souvenirs, stress, peur, tout ce que tu peux imaginer. J'imagine que tu aurais aimé être accompagnée ce jour-là, être écoutée, peut-être parler, peut-être t'extérioriser. Non? Oui. Oui. Non. Ça change quoi? Ça change oui, j'aurais aimé, ça aurait été bien, j'aurais été encadrée, j'aurais pas eu peur. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense que, je ne sais pas si Feliel sera d'accord avec moi, par contre, je pense que quand on sort de l'examen, il ne faut pas en parler avec ses amis. Ah oui, moi, parce là, que ça va complètement troubler. Oui. Là, je suis entièrement d'accord. La comparaison des résultats. Tout à fait. Ouais. Parce que là, ils avaient tous fait fou et j'étais seule qu'à avoir fait juste le chèque. Ça m'est arrivé à l'université, par contre. Mais j'en ai pleuré, hein. Oui, justement. Finalement, c'était moi qui avais raison. Exactement, c'est la même chose. Alors, justement, si je vous ai posé la question, parce que Feriel, dans son association, accompagne justement les bacheliers durant les 4 jours des examens. Voilà. Alors, c'est un accompagnement à 360 degrés, n'est-ce pas, Feriel? Voilà, alors pendant ces 4 jours, nous avons un accompagnement, un soutien et on travaille tout en équipe au profit de 300 candidats qui viennent à Raïs Hamidou, exactement, le lycée Ibn Khaldoun, où on leur offre bien sûr un espace dans un grand terrain, un terrain de sport où il y a des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là. Ils les accompagnent, ils les rassurent et c'est sûr, on ne parle pas de ce qu'on a passé comme examen la matinée, mais on est là pour les soutenir, pour aller de l'avant et de les accompagner pour ce qui vient à l'avenir, tout ce qui est examen pour l'après-midi, pour le lendemain, etc. Et c'est vrai aussi qu'on a eu même des cas de personnes qui sont en détresse, qui sont fragiles, qui ont peur, qui ont eu par exemple des malaises. On a même la protection civile qui est à côté. Vu que nous, c'est des candidats libres qui viennent chez nous, ça veut dire qu'on a eu même des femmes enceintes. Des jeunes filles, des jeunes mamans, jeunes mamans enceintes qui faisaient des malaises, etc. Ils étaient là, la protection civile, pour les accompagner, pour les soulager, etc. Les prendre en charge aussi. Et des psychologues aussi, des psychologues qui sont là aussi pour, je dirais, être présents psychologiquement, parce qu'on sait que généralement, quand on refait 2-3 fois le bac, ou bien quand on a un certain âge, et on a eu une vieille qui avait 80 ans carrément, et elle nous avait dit, moi je vais refaire mon bac jusqu'à l'avoir. Elle a une volonté de fou. Voilà, c'est important de voir des gens qui croquent la vie de cette manière. Ils se disent,
disent oui, j'arriverai un jour et je vais arriver avec ça. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les soulager, au lieu de réviser sur un trottoir, dans une voiture. Par exemple, il y avait des parents qui déposaient le matin leurs enfants, mais ils sont quand même inquiets. On sait que les mamans et papas, ils sont inquiets ces jours-là. Ils sont dans l'obligation de repartir vers leur travail. Alors là, on est là pour leur dire, ne vous inquiétez pas, ils seront à notre charge. Ils auront leur chapiteau, des tables, des chaises pour réviser calmement, proprement. Et aussi, on a toutes les commodités, les sanitaires. S'il y a des gens qui veulent faire même leur... Un accompagnement vraiment à 360 Voilà, degrés. on leur offre de l'eau fraîche. Voilà, on est là pour eux. Pour eux. Voilà. Et ben voilà, et durant les 4 jours. Tout à fait. Vraiment, il y a comme ça, bravo. Il est parrainé par Monsieur le ministre de la Jeunesse. Voilà, en collaboration, bien sûr, avec la direction de la jeunesse et des sports, la PC de Raïs Hamidou. Ils sont tous là pour accompagner ces jeunes-là. Eh ben, bravo, il y a comme ça. Voilà. Donc, Ils ont de la chance. Ils ont de la chance. On n'avait pas ça, nous. Ils ont de la chance. Il y a comme ça, effectivement. Alors, le baccalauréat est prévu pour dimanche, Inch'Allah. Bon courage à tous ceux qui s'apprêtent donc à passer le bac. Mais avant cela, on va aller faire quand même un petit tour du côté de l'Ouest. Un petit tour. En attendant, n'est-ce pas, pour décompresser en attendant le bac. Oui, ça peut aider. On peut se changer des idées, comme on peut prévoir d'aller passer ses vacances à Christelle. Oui, Christelle. Tu connais? Ah oui, alors elle connaît celle. Oh que oui. Avec D'accord. les anguilles et tout, oui. Avec les anguilles, parce qu'il y a effectivement dans ce village très, on va dire, très Splendide, beau, mais splendide. magnifique. Il est situé à peu près à une vingtaine de kilomètres d'Oran, de la wilaya d'Oran. C'est Oran en fait, c'est entre Erzeu et Oran. Et c'est dans la commune de Gdil. Voilà. Donc Christelle, des formations francisées, le nom a été francisé par les Français donc pendant la colonisation parce qu'ils ont été incapables de prononcer le nom Christelle. Et Christelle aussi peut-être, ou Christelle, d'origine berbère bien sûr, donc Sanhaja, Zénet aussi, mais aussi Christelle parce qu'il se pourrait que ça soit la traduction alors, du ventre pour Krish et tel pour montagne, donc le ventre de la montagne. Et effectivement, Christelle se trouve entourée de plusieurs djebel, donc djebel Christelle, djebel Bou Haïchem, djebel Orous, et tous ces lieux ont une histoire, possèdent des, on va dire des monuments, des sites. Pour certains, ils datent de la préhistoire, comme celui de Bou Haïchem, avec I tréma, Shem. Donc il y a, on va dire, une industrie épipaléotique qui a été découverte dès les, on va dire à partir des années 50. On a trouvé des restes d'autruches, on a trouvé des restes d'Atériens moustériens. Donc c'est les silex, on va y voir passer dans la vidéo. Donc Christelle, c'est quoi? C'est un village de pêcheurs, d'agriculteurs qui, à la base, est né d'une légende, n'est-ce pas? Oui, c'est sur là que j'ai travaillé en fait. Voilà, il y a une source qui est magnifique, qui est divisée selon la légende pour 11 familles. Donc 11 familles utilisent cette eau jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc elle est au centre de Christelle. Et on la voit. Et donc, elle aide à l'agriculture, elle aide les habitants, elle aide à... Alors, pourquoi cette eau, c'est une eau douce, c'est une eau pure, c'est une eau qui a une légende, qui dépend de l'anguille. Il paraît qu'à la nuit tombée, des anguilles, il y en a 11 pour chaque famille, sortent et puis nettoient donc cette eau qui reste pure jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si c'est vrai, en tout cas les anguilles, il y en a. Il y en a à Christelle. Et elles voyagent, ces anguilles, elles voyagent jusqu'au golfe du Mexique pour se reproduire et elles reviennent. Elles reviennent. Wow. Il y en a toujours eu. Énorme. Il y en a, oui. C'est énorme. Après, je ne sais pas si c'est réel, si c'est elle qui nettoie, qui filtre l'eau de juste à côté, il y a un marché magnifique à côté de la source. Il y a un marché avec des fruits. Voilà, des fruits et des légumes et du poisson. Voilà. C'est un village de pêcheurs aussi. Donc c'est un très joli village où on peut passer des vacances. C'est un village où on peut passer simplement. C'est pas très loin d'Oran, c'est pas très loin d'Erzé ou c'est pas très loin de Gdil. C'est un village où il y a par exemple, il y a un sémaphore
Tebana, je pense que ça se prononce comme ça, sur Djebel Ourouz. Il y a aussi des mausolées. Alors, il y a 3 plages. La plage de Sidi Moussa, la plage de Ain Defla, ça s'appelle comme ça, Defla pour Defla la fleur, certainement, et Ain Franin. Voilà, il y a des mausolées, bien sûr, qui veillent sur ce site, ce lieu chargé d'histoire. Il y a aussi donc un phare aussi qui est situé au sommet du pic de l'Aiguille. Ce qu'on vient de voir, c'est le port et l'un qui s'appelle le Tamda. Le Tamda, c'est un nom berbère et c'est comme ça a gardé, même si aujourd'hui on ne parle plus vraiment berbère dans la région, ils ont gardé des appellations de lieux comme le port. Voilà. Ce qu'on voit, c'est les restes d'autruches qui ont été retrouvés. Et puis, c'est alors sur Jebel Bou Haïchem, Gabriel Camp en a parlé, il a travaillé dessus. Il a, si tu veux, déterminé la période, l'époque et l'importance de ce lieu. À mon avis, moi, ce qu'on voit, c'est Christelle, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. On se croirait à Tahiti, on se croirait. C'est paradisiaque. Non, c'est paradisiaque. Voilà. Oui. L'eau est pure et les paysages sont magnifiques. C'est une région qui rappelle une autre, qui fait une parabole à une autre région à l'est algérien et qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce sont 2 villes côtières jumelles qui se ressemblent. Alors nous avons à Annaba, nous avons Staibi. Oui, j'ai pensé aussi. Moi, ça rappelle. Donc on voit du ciel. Khala aussi. Oui, voilà. Ça m'avait fait un petit peu rappeler le Khala aussi. Alors, Staibi, Cap Coche, etc., ça ressemble vraiment à Christelle. Quand on y va, on retrouve une certaine. Voilà, un air commun. Donc tu vas passer tes vacances là-bas et tu vas visiter les lieux pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que c'est un joli endroit. Très, très joli endroit. Pas très connu, parce que ça reste, tu vois, c'est entouré de montagnes, c'est un golfe, c'est pas très grand, mais il y a quand même on va dire, un aquapark. Donc il y a un aquapark qui a été construit, c'est-à-dire que la route a été faite, il commence à y avoir plus de tourisme, nous on espère qu'il y en a plus bien sûr pour les habitants, pour qu'il y ait bien sûr une vie, une animation, voilà, mais en espérant que le cachet originel de la ville soit respecté, le patrimoine soit respecté, que les lieux soient restaurés. Voilà. Alors ça inspire des prénoms, Sihan? Ben écoutez, oui, mais j'aurais voulu que vous me posiez quand même quelques questions, parce que essayons de... On est en africain, là, Samara, on s'est donné le mot. Oui. Un peu Tamanrasset quand même. Oui, écoutez. Bon, si on va du côté de Tamanrasset, justement, il y a Dassine, peut-être, non? Oui, bon, grande poétesse, légendaire. Pardon, c'était Dassine, grande poétesse, donc une romantique qui a aimé sa nature. Et maintenant, l'explication exacte du prénom, on ne l'a pas. C'est juste l'historique du prénom qui reste. Parce que des fois, la langue est tellement ancienne qu'on n'arrive pas à détecter le radical. Et du coup, quand on ne détecte pas vraiment le radical, on ne peut pas expliquer le prénom. Seulement, ça a une vie. C'est un prénom qui porte une histoire historique. Donc, c'est plus dans le côté culturel que le prénom a acquis de la force. Nous avons par exemple le prénom Ebazaoun. Ebazaoun qui est un prénom tergui pour femme et qui signifie justement la femme au teint mat. La femme au teint mat. D'accord. Le prénom c'était Ebazaoun. C'est la femme. Moi je connais Bezen qui est la tenue. Non, ça c'est le bazan. C'est le bazan. Oui, bazan. Voilà, c'est la tenue pour homme. Voilà. Mais le mot bazan, c'est par rapport au créateur du tissu, qui est en fait anglais, qui vient d'ailleurs, qui a créé un type de tissu qu'on retrouve chez nous et dans les pays du Sahel. Mais quand on dit Ebazawan, donc c'est la femme au teint mat. Il y a bien sûr Tinert. Il y a Tinert qui est alors une montagne. Non, c'est alors je perds mes mots. C'est en fait la gazelle.
Hein, la gazelle, donc Oui. l'antilope, voilà, j'ai cherché le mot, Oui. l'antilope. Et Ithrin ou Ithri, c'est tout L'étoile. simplement les étoiles. Les étoiles. Ce sont Ouais. des prénoms berbères, ce sont des Sanhaja, et aussi des Zenata au nord du sud algérien, et ce sont des prénoms qui restent jusqu'aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, mais Kain a des prénoms et ils ne sont pas démodés. Au contraire, les gens du nord commencent à imiter un petit peu les gens du sud pour essayer de s'approcher La de fillette de prendre d'Yazid, elle cette, s'appelle Dassine. Alors, le prénom qui est un petit peu oublié, c'est le prénom de Anella ou Yanella. On a l'impression que c'est un prénom occidental. Yanella. Oui. On a l'impression que c'est un une prénom. étudiante l'année dernière qui s'appelait Anella. Après, Voilà. je me dis d'où tu détiens ton prénom. Eh ben, c'est un prénom. C'est maman qui l'a C'est choisi. un prénom du sud algérien qui signifie D'accord. feuille de henné, tout simplement. D'accord. Yanella, Hanella ou Yanella. Donc c'est vraiment feuille de henné. C'est un très très joli et ancien prénom qu'on retrouve du côté de Insalah, Aoulef, etc. Donc nous avons des trésors. Des trésors aussi bien, j'ai envie de dire, matériels qu'immatériels. Ce sont des choses, il faut conserver. Les prénoms, il ne faut pas dire que c'est rien du tout, c'est juste un prénom qui va partir. Il y a des vagues, d'accord. Mais vous savez, ils sont plus conservateurs question prénom que nous. Les Touaregs. Les Touaregs. Oui, je suis d'accord. Et à partir de Ain Salah au sud, ce qui est Ousli Aoulef, Ain Salah, après vous arrivez jusqu'à Taman Rasset, Janet, Elisi, ils sont très conservateurs question Oui. prénom. C'est-à-dire qu'on retrouve des prénoms qui n'existent nulle part pratiquement plus au nord. Enfin, quand Voilà. on descend un peu plus au sud, ils sont très conservateurs sur beaucoup, Beaucoup d'éléments. Bon, patrimoine. c'est vrai que ces dernières années, il y a la télévision et la culture, la technologie. d'ailleurs, qui vient, qui un petit peu perturbe les véritables prénoms du sud algérien. Bon, on trouve des Lou Jane maintenant, on trouve des Shahd, on trouve des prénoms, bon, un petit peu ramenés d'ici et de là. Mais il y a quand même un attachement assez profond, oui, très important pour cette richesse qui est là, et on ne veut pas que ça disparaisse parce qu'en fait, c'est nous, ça ouvre un portail. Après, c'est très sur poétique. qui Ce sont nous des sommes. prénoms très poétiques. Écoutez, est-ce que vous saviez qu'en 1920, 1922, il y avait un prénom du côté de Bni Amr, donc c'est-à-dire du côté de l'Bayid, Bayid, Naama, etc. Alors c'était le prénom de l'Jazi. Alors qu'est-ce que c'est que le Jazi? C'est comme le Jazia. En fait, c'est un le prénom masculin de du Jazia. tout. C'est un prénom d'accord. féminin. D'accord. C'est un Ah, prénom d'accord. féminin, donc il y avait le Jazia, c'était aussi le Jazi. Donc le Jazia pouvait être en forme de le Jazi et le Jazia. Et c'est l'antilope aussi. C'est aussi l'antilope. Donc on dit le Jazia Rzala ou bien le Jazi. Donc Très présente dans la Jazi, fête arabe. oui. Donc le Jazi qui va devenir Zeza aussi. Alors Zeza, le Jazi va se transformer en Zeza du côté de Aflou, Tiaret, etc. Mascara, Voilà. beaucoup, Et c'est quoi ce prénom Zeza? C'est quoi ça? Eh ben, en fait, c'est Jazi, c'est Zazie. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre, il faut le dire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font de la linguistique, il y a des gens qui font de la sociologie, il y a des gens qui... l'ethnologie, c'est aussi une forme de sociologie. Je pense il est grand temps. Et d'écrire surtout. Oui, À chaque fois, vous tirez la sirène d'alarme par rapport à l'écriture, parce que c'est le meilleur moyen. Il faut, oui. Et de préserver. Parce qu'il faut mettre ça en manuscrit, il faut franchement écrire, y penser et le laisser aux générations futures. Parce que si ça disparaît, ça va disparaître. C'est tout. Si ça doit. Et on perd quand même. Et on ne va pas trouver les archives de la télévision algérienne pour faire sortir ces MP2. Alors, Feriel, on revient à vous. Comment on fait pour vous contacter? Déjà, il y a les réseaux, bien sûr. On a une page Facebook, Instagram, et aussi on a bien sûr notre siège qui se situe à Raïs Hamido, exactement, Miramar. Et là, en ce moment, nous sommes en train de voir les photos de nos vos ateliers. activités. Voilà. C'était, j'imagine, le 1er juin? Non, là, c'était pendant le 16 avril. Ah, le 16 avril. Voilà, ça, c'était à Adrar. On a fait des journées de sensibilisation. Un prénom d'Adrar, probablement, Sihem? Oui, Adrar. Un prénom, oui, Hammou, Najem, Qachour, qui est autre que Qadour, voilà, mais avec une prononciation plutôt très nette, voilà. Très poétique, pourquoi encore une fois.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. D'avoir été parmi nous. Friel, bravo. Merci beaucoup. Merci à Canal Algérie, toujours présente pour accompagner les jeunes et sociétés civiles. Yatekom Saha, surtout pour tout le travail que vous faites sur terrain. Donc, on va vous retrouver au niveau de Raïs Hamidou les 4 jours donc, tout à fait. Des examens du bac. Tout à fait. On sera là-bas, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci beaucoup, les filles. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi exceptionnellement demain. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.